Si le client ne déjeunait déjà pas le matin puis il dit « Ouais, pour faire le jeûne intermittent, je déjeunais pas », c'est sûrement le pire client pour faire le jeûne intermittent. Bonjour tout le monde, bienvenue à Max Wellness. En ce début d'année, les résolutions riment souvent avec perte de poids et les diètes qui durent pas. Aujourd'hui, avec Mathieu Bouchard, naturopathe, on sort du cycle des diètes yo-yo pour remettre le focus sur l'essentiel, c'est-à-dire la santé métabolique, l'inflammation, les erreurs qu'on voit souvent dans nos pratiques respectives et surtout comment bâtir des résolutions durables. Bonne écoute. All right, bonjour tout le monde, bienvenue à Max Wellness. Je suis super heureux d'être ici encore une fois pour un round 2 avec Mathieu Bouchard, naturopathe. Mathieu, en fait, là, on a fait mon deuxième épisode justement ensemble, il y a 3 ans déjà. Dans les premiers épisodes du podcast, j'ai eu full de bon feedback justement de cet épisode-là en question. Les gens t'aiment beaucoup, comme moi d'ailleurs. Je trouve que tu es quelqu'un qui vulgarise bien, qui connaît bien son stock, bien la littérature et qui passe pas par 4 chemins, qui est très justement. Et j'aime beaucoup ça quand on a des discussions ensemble, autant en ondes que justement en coulisses. Où d'ailleurs, tu es conférencier prochainement là au Sommet de la santé intégrative. Je suis full content que tu présentes. En fait, j'ai vraiment eu la chance de. En fait, j'ai sauté sur l'occasion de leur demander. Juste après avoir assisté l'année passée, j'ai envoyé un courriel à la PO puis j'ai demandé comment je fais pour présenter l'année prochaine. Ah, je suis vraiment content. Je suis vraiment content que tu sois sur le board des présentateurs. Dans le sens où on avait des discussions, je me rappelle, dans les coulisses, puis justement, qui finissaient plus sur plein de sujets. Tu es un gars passionné. Puis je crois que tu as beaucoup à apporter à cette communauté-là aussi et à tout le monde en général. C'est où j'ai eu le plaisir de rencontrer ta femme, que j'avais jamais rencontrée. Ouais. Puis ça a été mon highlight de vous rencontrer ensemble ma fin de semaine. J'étais très content. Vous êtes tellement beaux ensemble que c'est le fun. Ah, merci Matt, merci. Puis écoute, moi cet épisode-là, en fait, là, janvier, je trouvais que c'était une belle période de t'avoir pour une discussion parce que c'est la période, veux pas, les gens reviennent du temps des fêtes, ont des belles résolutions, des belles intentions, puis ils viennent de souvent passer beaucoup de temps, beaucoup de festivités, beaucoup d'écarts pour certains. Et c'est là que souvent je vois ça, moi du moins dans ma pratique, autant en coaching qu'en clinique, les gens ont des belles résolutions, puis il y a souvent le volet du fameux perte de poids, là, qui est dans le top 3, j'ai le goût de dire, là, pour tous, à l'année longue, mais souvent encore plus en début d'année. Puis on parle souvent de santé métabolique, de santé métabolique durable, et pas juste de chiffres à la balance. Puis j'aimerais ça qu'on démystifie certaines choses pour peut-être éviter à certaines personnes ou qui gardent ça en tête dans leur prochaine quête d'un poids santé. Si on veut parler de santé métabolique, puis pas juste de perte de poids rapide et d'esthétique. Donc, quand on parle de perte de poids là, en janvier, qu'est-ce que les gens comprennent mal dès le départ, selon toi? Il y a beaucoup de choses que les gens comprennent mal. Premièrement, il y a une association que les gens comprennent très mal, que la littérature scientifique met de l'avant un petit peu plus, mais qui fait pas manchette, parce que c'est pas populaire d'être nuancé. Donc, j'ai la chance de pouvoir discuter avec Benoît Arsenault, le chercheur de l'Université Laval, et on parle souvent de l'impact réel de la perte de poids sur la santé métabolique. Et il y a une étude qui a été publiée en 2016 qui en parlait. Donc, dans un très gros journal scientifique, je me sais pas exactement le journal, mais le titre était très facile, là. Et 2025, ils ont republié un autre article sur la rémission du diabète de type 2 ne requérait pas de perte de poids. Puis ça fait longtemps que dans la littérature scientifique, on le sait. Ça fait longtemps qu'on voit la littérature. La littérature est assez claire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une perte de poids pour améliorer la santé métabolique. Et ça devrait toujours être la première chose qu'on veut améliorer. Puis en naturopathie, si tu perds du poids, c'est à cause que tu as changé quelque chose. On n'a pas forcé une perte de poids. Je pense effectivement, puis tu sais, ça c'est une distinction à faire. On peut effectivement perdre du poid et nuire à sa santé. Ouais. C'est pas parce que nécessairement on perd du poids qu'on améliore sa santé. L'idée, c'est ce qu'on voudrait, souvent c'est ça l'idée derrière, mais c'est souvent ce que je trouve que trop souvent même, je dirais, les gens ont perdu souvent beaucoup de poids et on se ramasse avec un état justement de santé métabolique ou de santé tout court pire qu'avant de perdre du poids. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on fasse la distinction et qu'on clarifie pour les gens pour qu'ils soient juste mieux outillés dans ce qu'ils entreprennent, peu importe comme programme, comme idée. Parce que des fois, c'est des choses qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Puis si on le fait pour une raison qui finit par justement être contre-productive, ben
aussi bien de le faire mieux en partant. Fait que ce que j'aimerais, c'est peut-être de faire la distinction, Matt, entre le poids versus le gras viscéral. Ouais. Parce que souvent, le monde va regarder encore, là, trop souvent, pour nous autres, c'est un no-brainer, mais le poids sur la balance, versus le gras sous-cutané ou le gras viscéral qui peut être souvent celui on va focuser le plus dessus pour une volet santé, bon, et tous les bénéfices cardiovasculaires, résistance à l'insuline, inflammation. Pourquoi le gras viscéral, c'est aussi central, c'est aussi important, justement, versus le poids sur la balance? Ouais, c'est drôle parce que mon sujet de présentation, c'est ça, au Congrès de la santé intégrative. Donc, c'est le. Pour vrai, j'avais même pas vu. Okay, cool. C'est vraiment la résistance à l'insuline, mais je vais parler aussi de maladies neurodégénératives associées. Okay. Ce qu'on voit au niveau de la résistance à l'insuline, en fait, le tissu adipeux, c'est que le tissu adipeux viscéral, ben, il y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas 10 livres de gras viscéral, là. C'est que souvent, c'est un tissu qui est quand même placé là comme étant aussi une barrière tampon. Donc, un peu comme qui enveloppe les organes, donc au niveau de l'intestin, au niveau de, peu importe où est-ce qu'on le place, là, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais qui peut servir de tampon, qui peut servir de filtre, qui peut servir, c'est le terme que tu veux utiliser, mais c'est aussi un type de gras qui répond pas du tout comme le gras normal. Donc, c'est un type de gras qui est très immunoréactif. Donc, il réagit beaucoup plus vite et beaucoup plus fort au volume que le gras. Donc, c'est un gras qui peut facilement laisser aller des molécules inflammatoires dans l'organisme si il est justement en expansion trop grande. Parce que le problème du tissu adipeux, c'est pas son volume total, c'est le volume des adipocytes. Parce que si les adipocytes deviennent trop gros, parce qu'on peut pas en créer des nouveaux, donc hypertrophie par rapport à hyperplasie, là, on a un problème. Parce qu'un adipocyte a une grosseur maximale. J'ai même cherché, parce que puis c'est pas pertinent, là, mais ils ont même trouvé à quelle grosseur l'adipocyte commence à être problématique. C'est qu'à un certain point, l'adipocyte devient tellement dilaté que là, il fait plus d'inflammation. La littérature scientifique, ce qui est intéressant, c'est que oui, on blâme le gras viscéral énormément. Il y a quand même le gras sous-cutané a quand même un rôle à jouer. Parce que le gras sous-cutané doit aussi être permissif. Fait que s'il est plus permissif, lui avec va entretenir le cercle vicieux, finalement, parce qu'il va générer de l'inflammation, ce qui va encore plus lui nuire, là, finalement. T'sais, c'est pour ça qu'on dit que les gens qui sont capables d'engraisser facilement sont moins malades. Parce que souvent, puis ça, c'est un gag que j'ai déjà fait en chose. Il faut que je fasse attention pour pas offusquer personne, là, parce que c'est mon genre de joke. Mais tu sais, des fois, tu vas voir du monde à 400 livres, tu le check leur barème au complet, puis tout est top shape. C'est quand ça va planter, toi, ça va planter pas pire. Tu sais, c'est parce que il y a de la place, là. Il y a beaucoup de tissu adipeux à inflammer, là. Fait quand ces gens-là, ce qui est spécial, pour l'avoir déjà eu en clinique, même si j'ai pas le droit de traiter, je suis naturopathe, je n'ai pas le droit de traiter. Je le rappelle. Puis, ils étaient en bonne santé, tout allait bien, puis ils ont pogné un virus. Mais un vrai, là, mettons une vraie influenza ou et leur santé métabolique a planté mon ami, là. Ou un COVID. Dans le temps du COVID, je me souviens, j'ai eu un client comme ça. Client en surpoids, quand même bon surpoids. Tout était pas pire. C'est pas moi qui évalue le facteur sanguin. On s'entend, je suis capable de lire une prise de sang, mais légalement, je l'interprète pas. Puis le médecin, on se connaissait, donc on se connaissait de réputation. Ben, lui me connaissait de réputation, moi c'est un médecin, donc le respect vient d'emblée. Donc, et le médecin dit, ben Mathieu, il en pense quoi? Parce qu'à un certain point, bon, ben les marqueurs sont beaux, je pense qu'on va juste continuer à faire ce qu'il y a à faire pour optimiser. Puis quand la personne est tombée malade, pas longtemps après, le médecin, ils vont repasser les prises de sang, on est rendu, on va regarder. Puis les marqueurs s'étaient empirés. Là, j'étais, oh non, le virus a tout cassé. Mais là, le médecin dit, ben, c'est vrai que ça se peut. T'sais, parce que là, l'immunité s'est activée. Puis l'immunité, ben, était limite. Là. Il y avait déjà comme ben du gras, il y avait déjà d'autres, puis ça se maintenait par un équilibre fragile. Puis le virus lui a tout fait péter. T'sais. Ben c'est ça, puis je pense que c'est important peut-être d'expliquer à la maison justement que le gras comme tel, là, c'est pas nécessairement juste de la masse ou une zone de stockage. Jusque-là, la plupart des gens, souvent, bon, ça va être leur concept de ce que c'est le gras, mais le gras, c'est aussi justement un tissu endocrinien d'une certaine façon qui va jouer beaucoup sur notre inflammation et de façon systémique. Fait que c'est pas juste comme plus de charge sur mes genoux, plus de charge sur mon bas de dos. Oui, ça peut jouer, mais ce que les gens, je pense, encore trop souvent réalisent pas, c'est que ça a un impact inflammatoire systémique à plusieurs niveaux.
Ça va comme exacerber tout. Fait que c'est pour ça que quand tu dis, puis ce qu'on a vu aussi dans la pandémie, les syndromes métaboliques, puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, justement, avec une problématique plus métabolique, c'est eux autres qui réagissaient de façon plus drastique, adverse, puis qui se ramassaient dans des situations plus graves à cause de ça. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant. Puis oui, tu sais, si vous allez perdre du poids, idéalement, il y a du gras. Tu sais, ce qu'on veut, c'est perdre du gras, etc., pour avoir l'effet métabolique et tout. Puis je pense que j'ai le goût de faire un tremplin vers le volet des fameuses diètes yo-yo. Là. Tu sais, les gens sont comme, OK, j'aimerais ça vraiment qu'on aborde ça. Ils sont comme parfaits, je vais faire quelque chose de drastique, puis on en parle souvent ensemble, je t'ai entendu souvent parler de ça, mais à quel point, OK, tu sais, je pars avec telle diète ou des affaires des fois plus intenses, des genres de cures ou des trucs comme ça, mais ce que je trouve trop souvent, c'est des gens qui vont me revenir aux 6 mois, là, je vais repartir avec telle autre affaire. Je vais aller carnivore, je vais aller céto, je vais aller faire un jeûne d'une semaine, puis là, après ça, ils refont un genre de gros backlash, puis ils recompensent ailleurs. Fait que, tu sais, souvent, le meilleur type d'alimentation pour nous, c'est pas la même chose que notre voisin et autres, puis tout le monde a des réalités différentes aussi. Mais ce que je t'ai déjà entendu dire, puis j'aimerais peut-être que tu développes là-dessus pour faire bien comprendre ce message-là aux gens, il y a quelque chose autour de, puis tu pourras m'insérer la littérature de ton choix là-dedans, mais le volet de à quel point plus tu fais de diète yo-yo, plus tu peux réellement scraper, quote-unquote, là, pour vulgariser le terme, ton métabolisme, ça va être encore plus compliqué à reperdre plus tard. Est-ce que tu peux expliquer un peu mieux ça aux auditeurs? Là, je vais faire disclaimer. Maxime Saint-Onge, un doctorat en physiologie, et on n'est pas toujours d'accord sur l'interprétation ou la lecture des études, mais on fait pas la même job. Fait que je vais laisser la nuance. Le concept de scraper le métabolisme, si vous avez déjà connaissez Maxime Saint-Onge, il a raison. Il n'y a pas d'études qui montrent que le métabolisme est brisé. Mais, nuance. Parce qu'en podcast, je l'ai abordé, et je l'aborde dans des formations, parce que j'ai monté une formation sur ce sujet-là pour PLP, il y a 2 ans. On a de la littérature scientifique qui montre qu'il y a des adaptations à la diète. Mais les adaptations ne sont pas seulement purement métaboliques. Donc, il y a d'autres adaptations sur le fonctionnement de la cellule, le fonctionnement de la mitochondrie, traitement de l'énergie, comment le corps utilise de l'énergie, donc le mécanisme énergétique à utiliser, parce que le corps utilise toujours tous les mécanismes pour faire de l'énergie. C'est souvent, après ça, il y a des priorisations, là. Il y a de la gradation. Donc, c'est pas parce que tu es excellent pour brûler du gras que tu brûles plus du tout de glucose. C'est juste que tu brûles plus de gras que de glucose. On s'entend, là. Fait que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On n'est jamais à 100%. C'est même la diète keto, dans le processus de défaire un acide gras, on fait du glycérol qui peut être réintroduit dans le cycle de Krebs. Donc, on peut l'utiliser. Puis, on va utiliser aussi des acides aminés comme source de glucogénèse. Donc, arrêtez de penser que vous brûlez que du gras, c'est pas vrai. Puis c'est drôle parce que c'est une discussion qu'hier, j'écoutais une discussion avec Dom D'Agostino. Puis Dom D'Agostino, c'est le spécialiste en kétone, à mon avis, que j'ai jamais entendu parler. Le gars, il est incroyable. Là. Puis il expliquait, là, c'est le défaut de la diète cétogène jusqu'à temps qu'on comprenne que les protéines étaient trop basses. Parce qu'il dit, on pensait que les kétones protégeraient la masse musculaire et on a la littérature scientifique pour prouver que ça le fait pas. Il dit, si tes protéines sont pas assez hautes, ce qui était vrai dans la vraie cétone thérapeutique, il dit, il y a une perte de masse musculaire qui va se faire assez rapidement. Les cétones n'auront pas l'effet protecteur assez grand pour maintenir une masse musculaire plus haute que la moyenne. Comme lui, D'Agostino, quand même un gros gars, là. C'est quand même un gros gars, puis il est fort. J'ai rarement vu un gars naturel fort comme ce gars-là, surtout que ce gars-là, c'est un chercheur. C'est le genre de gars qui bench 450 livres, puis il est chercheur, là, tu comprends pas. Mais bon. Mais donc la diète yo-yo, un des gros problèmes de cette diète-là, c'est surtout l'aspect restriction. Donc, c'est l'aspect restrictif sans compréhension. Parce que souvent, les gens vont alterner de diète yo-yo, donc de forme de diète yo-yo. Et la diète va amener son lot de carences et son lot d'incompréhension. Et son lot, souvent, on va couper énormément dans un des groupes alimentaires. Donc, souvent les glucides, parce que bon, c'est le démon encore une fois. Mais on va couper beaucoup les calories aussi. Fait que le système va se ramasser dans un système de mécanisme de dégradation de ressources, donc gras et muscles. Mais
dans bien des cas, si on le voit, tu sais, on commence à vieillir, là, surtout moi, mais les gens qui font des diètes yo-yo, souvent, là, c'est pas les gens de 32 ans. Tu sais, c'est les gens où la masse musculaire est encore plus problématique, là, parce qu'ils vieillissent puis ils en ont pas tant. Puis chaque diète yo-yo leur en fait perdre 2-3 kilos. Oh, mais il en avait pas 3 kilos à perdre. C'est ça. Le défaut, il est là. Plus tu vieillis, plus c'est compliqué, plus ta masse est importante, là. Fait que tu vas arriver chez des clients, des fois, moi j'en ai j'ai beaucoup de clients en cinquantaine, soixantaine, et puis ils ont plus de muscles. Tu évalues, ils sont quand même minces. Plus tu fais-tu de l'exercice? Oui, ok, parfait. Donne-moi une idée de tes charges. Donne-moi une idée. Leg press, je fais 2 plates. Je suis comme, tabarnouche, je fais combien de temps tu t'entraînes? Parce que même si t'as 62 ans, si ça fait 3-4 ans que tu t'entraînes, j'ai déjà travaillé dans un gym, j'ai déjà vu des gens de 62 ans faire 6 plates au leg press. Là, je veux dire, fait que 2, Colin, il n'y a pas beaucoup de force, hein? Ça se peut, je dis pas que ça dépend du leg press, on s'entend, je relativise, là. Mais c'est bon de regarder. T'sais, si la personne n'a aucune progression à l'entraînement, puis ça fait 5 ans qu'elle s'entraîne, puis elle est encore à faire des épaules avec des 7.5, ouais, bah, peut-être que tu as un problème avec la masse musculaire. Peut-être que ça se développe pas, ton affaire. Puis c'est un des défauts. T'sais, on l'a vu avec les Ozempic. Donc, l'Ozempic a amené son lot de discussions sur ce point-là très précis. La perte de masse maigre. Donc, on notait des études jusqu'à 40 quelques % de perte de masse maigre. Et là, je vais faire l'avocat du diable pour tout le monde qui aime ça citer cette statistique-là out of their ass. La diététique à 1000 calories par jour amenait une perte de masse musculaire autour de 33%. Fait que vous allez arrêter de sortir que l'Ozempic, c'est pire. Là. La plupart des diètes mongoles que vous avez faites sont aussi pires que de l'Ozempic. Donc, c'est la même affaire. Donc, c'est sûr que l'Ozempic le fait parce que t'as pas faim. L'autre, tu te forces. Donc, mais l'Ozempic a un avantage qui est anti-inflammatoire. Parce que la GLP-1 a un effet anti-inflammatoire, un effet protecteur sur certains tissus. Donc, il y a des états, c'est très différent que de décider de manger du poulet et de la salade 3 fois par jour. Fait il est là le problème des diètes yo-yo. Parce que les diètes yo-yo, s'il y en avait qui fonctionnent, devraient toujours être pris sur des très, très courtes phases. Donc, disons, 4 semaines, on part rough, mais après ça, on remonte. T'sais, disons, OK, on va te starter ça rough pour, comme arrêter de fumer cold turkey. Là. On va te starter ça rough, on arrête tout. Après, on va te remettre des petites affaires, le fun. Ça peut être une manière. Ça peut être une genre de détox de bouffe. Je fonctionne pas comme ça, mais ça pourrait marcher. Disons, demain matin, là, tu rencontres quelqu'un qui a des cravings, mais qui a un contrôle incroyable si tu lui dis, sans tomber dans le trouble alimentaire. Tu lui dis, parfait, on va te donner une diète bien stricte, 4 semaines. Après, on va recommencer à mettre des affaires, le fun. Peut-être que ça va donner la motivation de comprendre, puis de voir la différence. Tu sais qu'une diète qui est pas si faible en calories, parce que souvent on veut jamais descendre l'apport calorique si faible que ça, mais qui est restrictive, puis après tu commences à y remettre, hey, on mangeait un petit fruit de plus, on mangeait une petite toast de plus. Ouais, oui, ça marche là-dedans. Oui, ça marche. Mais le problème, c'est que si tu avais juste changé la petite toast, tu en aurais mangé trop. C'est exactement ça. C'est vraiment un bon point que tu dis parce que c'est souvent mon observation, autant sur moi-même que peut-être par expérience, j'en ai essayé des affaires par curiosité intellectuelle, puis ça met tout le temps en perspective, mais je vois tellement de gens faire ça aussi. Puis on dirait que les gens pour qui ça fonctionne, on va dire des grands guillemets, les diètes yo-yo, c'est quelqu'un qui va faire, comme tu dis, un genre de petite détox de 4. Ils vont essayer une diète extreme un peu, ils vont la toffer un 4 semaines, 4-6 semaines, puis là après ils vont, bon, vu que c'est comme, je peux pas continuer même pour tout le temps, progressivement, ils vont rajouter des choses relativement clean, mais ça va avoir fait comme un genre de détox un peu de, comme arrêter de fumer, tous les aliments ultra transformés, tu sais, idéalement un genre de, c'est ça, de trucs qui enlèvent tout ce qui est ultra pas bon, ultra transformé. Puis là, ils réintroduisent, tu sais, je sais pas, par exemple, là, c'est au même, je dirais, tu sais, genre paléo, là, c'est souvent celle que je trouve qui est la plus, plus facile, accessible, qui est sortable pour les gens. Puis que ça va enlever un peu l'effet des
j'appelle ça en anglais les toxic taste buds, là, les papilles un peu toxiques, les addictions aux nourritures ultra transformées, ultra goûteuses. Ultra, il y a ça hyper palatable food. C'est ça. Fait que tu sais, que ça devienne après ça, si tu réintroduis des glucides, là, du riz, des patates douces, puis je t'ai déjà entendu dire ça souvent, tu sais, c'est pas ça qui va te rendre en surplus de poids, là, parce que t'as trop mangé de. Mais ce que je vois même dans mon expérience personnelle, si j'ai un peu plus de stress, on va peut-être même développer là-dessus, plus de stress, moins de sommeil et tout, moins bonne résistance à l'insuline, moi, c'est facile d'over-manger du riz ou des patates douces ou des glucides, puis là, ça va être comme, oh, là, je vais peut-être plus prendre de poids à cause de ça. Ou surmanger, on va dire ça comme ça, là, versus quand je sais que j'ai des périodes un peu moins bon sommeil, je vais fonctionner un petit peu mieux, puis ça c'est très moi, là, faites pas tout ça à la maison, ça veut pas dire que c'est votre cas, mais justement moins de glucides, paléo-ish, limiter les glucides, tu sais. Mais ce que je trouve souvent avec les glucides, je pense pour ça qu'il y a des gens qui ça fonctionne mieux avec leur personnalité, je sais pas moi, keto, whatever, très low carbs, parce que ils ont soit trop de stress ou d'autres profils hormonaux qui fait que aussitôt qu'ils mangent un peu d'hydrate de carbone, il tombe dans un... C'est comme tout, tu réveilles un monstre, là, tu sais. La personnalité high stress a tendance à avoir cette petite switch-là. Justement parce qu'ils ont déjà une influence à cause d'un niveau de stress, au niveau de leur glycémie qui est un peu moins bonne. Parce que le stress en général, le cortisol, l'adrénaline va nuire au fonctionnement de l'insuline. Donc, va forcer une lipolyse, va forcer une néoglycogénèse, fait qu'ils vont mettre plus de fuel en circulation. Fait que c'est sûr que là, le système a peut-être déjà un peu plus de difficulté à réguler sa glycémie. Et là, tu remets des glucides. Ouais, on va trouver un tampon. On va trouver une manière de le faire. Des fois, ça marche bien. Souvent, ça dit au client, parfait, on va traiter ton repas comme si tu étais diabétique. Fait qu'on va te donner un ordre à manger. Pas la quantité, l'ordre. Des fois, hey, ça marche? Oui, parce qu'on a modulé l'ordre. Le corps n'a pas eu le choix. La physiologie l'emporte sa psychologie. Dans ce niveau-là. Ben oui, mais il y a autant de gens qui ont de personnalité, d'où l'importance de l'approche individuelle et tout, comme tu dis. Puis après ça, tu sais, OK, d'enlever tel groupe pour telle personne, ça fait plus avec toi, tu veux plus garder telle autre affaire, puis là, tu t'adaptes. Mais effectivement, le volet que je remarque souvent, c'est comme ce qui enlève tous ces aliments-là hyper transformés, tu sais. OK, je vais manger paléo, parfait, j'enlève, tu sais, oui, beaucoup de féculents, mais dans le fond, c'est tout ce qui est hyper transformé, package foods, etc. Puis là, je te réintroduis... du riz, des patates douces, c'est ça, finalement, comme ça a fait un peu ce que tu disais, la réintroduction vers une alimentation hyper saine, hyper variée, hyper non transformée. Everybody wins. Mais effectivement, je pense que le volet... tu sais, ce que j'aimerais que les gens retiennent aussi derrière ça, il y a quand même des bases à travers ça, puis l'idée, c'est de trouver quelque chose qui est sustainable, qui est durable pour vous dans le temps, après peut-être un petit blitz initial, ou juste de carrément, si la personne est moins le goût de faire un blitz, tu pars avec quelque chose qui, dans le temps, va être raisonnable pour toi. L'idée, c'est pas de perdre de temps sur 2 mois, c'est de perdre... T'sais, souvent, le monde c'est ça, là, ces temps-ci, c'est ça qui part. Là. C'est comme comment faire pour pas engraisser dans le temps des fêtes ou etc. Ben, c'est pas ce qui se passe entre Noël puis le jour de l'an. C'est beaucoup plus entre le jour de l'an puis le prochain Noël. Ce qui veut dire, c'est plus que tu fais à l'année longue et non ces 2 semaines-là. Je riais parce que, comme je t'ai dit avant qu'on rentre en onde, je reviens de voyage, j'étais en croisière. Et un de mes amis qui était avec moi, j'avais dit, la bouffe est incroyable. On était sur Celebrity, puis Celebrity ont une bouffe là, de qualité, c'est incroyable. Il a pris 11 livres dans la semaine. Mais comme il dit, écoute, 3 jours pour être revenu, j'avais perdu 9 livres. Ouais. Parce qu'il dit, le majoritairement, c'est de l'eau. Mm-hmm. Vu que nous, on sédule toujours nos repas avec de la protéine puis des légumes, après, on mange d'autres affaires, ben, ça limite un peu les autres affaires. Puis encore là, quand tu es en bonne forme, il y a beaucoup d'études qui montrent que si tu augmentes l'apport calorique, tu vas augmenter l'activité moteur. C'est-à-dire que le système va bouger plus. Parce qu'il y a plus de calories. Fait que le corps va bouger. Fait que sur un bateau de 1000 pieds de long, tu peux en faire des pas dans une journée. Fait que c'est bien important de relativiser avec le client, puis d'arriver aussi avec des idées, dépasser la fameuse idée steak, riz, brocoli. Je disais ça à ma cliente hier, j'ai une cliente qui fait des années que j'ai, puis elle a dérapé beaucoup les dernières années. Puis elle a dit là, j'aimerais ça qu'on recommence la prise en charge. Il n'y a pas de problème. C'est drôle parce qu'elle est italienne, puis moi, j'adore les charcuteries. Fait que j'ai dit, écoute, on peut te monter une recette de sandwich. Elle dit, pour vrai? Oui. OK. Fait que j'ai monté des recettes de sandwich avec des charcuteries italiennes. Elle dit, ça va marcher. Oh, oui, ça va marcher. Ça va faire la même affaire que si tu mangeais de la viande puis du riz, là. C'est juste que
Pas tous les jours, là, mais c'est correct, ça marche, tu as le droit, ça marche. Fait que c'est important de faire ça aux clients, d'y expliquer aussi, la qualité des aliments a un impact, mais ça veut pas dire que tu mangeras plus jamais de pain. Mm-hmm. Ça veut dire que si tu manges du pain, il faut le mettre en contexte. On va le placer dans une manière que, Caroline, où on va t'avertir que le pain, ça se peut que ça te donne plus faim que le riz. C'est ça. Ou que les patates, parce que l'impact n'est pas le même. Mais c'est la même calorie. Parce que en bout de ligne, tu parlais de toutes les diètes tantôt, calorie trumps all. Si tu réussis à contrôler l'apport calorique, puis c'est ça c'est ça la présentation que j'ai faite avec PLP, que le problème des calories, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on mange, puis on ne sait pas ce qu'on dépense. Ouais. Il est là le défaut. Mais quand tu es capable de tracker-ish, ben tu vas perdre du poids. Mais encore là, il faut que le métabolisme veuille perdre du gras. Mm-hmm. Parce que c'est pas toujours le cas. Souvent. Mais je trouve ça un bon point. Puis il y a beaucoup de gens aussi que autant dans justement à travers le coaching ou à travers justement mon expérience clinique, ça fonctionne super bien. Le volet aussi de la fameuse application, le genre MyFitnessPal et tout, tracker un petit peu. Puis comme tu l'as dit bien, OK, jusqu'à un certain point, on peut essayer de tracker, mais à quel point c'est aussi exact, ça ne l'est pas autant qu'on le voudrait, du moins. Non. Mais en faisant un certain contrôle. Puis moi, ce que je trouve bien derrière ça, il y a des gens qui sont beaucoup dans le contrôle et tout, ça fonctionne bien, puis il y en a d'autres qui ont horreur de ça, fait que c'est peut-être moins une bonne justement approche pour eux, parce que ça les amène un peu plus dans un trouble d'intensité ou de compulsion ou de trucs comme ça, mais pour l'avoir essayé plusieurs fois, moi aussi, je trouve que ça me ramène à « Oh, OK, voici, tu sais, une portion de temps, ça ressemble à quoi, etc. » Fait qu'après ça, là, tu fais comme, écoute, versus partir avec un sac de noix, puis là, tu fais comme, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou je suis mieux de le combiner avec d'autres choses? Fait que des fois, d'avoir le visuel derrière, puis des chiffres, on est quand même dans un monde très cartésien. Ça refait un petit reset de mapping dans notre cerveau, qu'est-ce qui est quoi. Fait que c'est quand même le fun. De le faire à l'année longue, je pense à son utilité pour certaines personnalités ou justement du bodybuilding ou des trucs comme ça. Mais je trouve que ça peut être un outil parmi tant d'autres qui devient vraiment intéressant. Mais tu as parlé tantôt aussi justement des protéines, là, de l'importance des protéines. Je sais pas qu'est-ce que tu as à dire là-dessus. Moi, je trouve que, personnellement, de mon expérience, le monde, il m'arrive dans mon bureau, puis souvent, il ne mange pas assez de protéines, pour plein de raisons. Puis je trouve que c'est ce que les gens sous-estiment souvent beaucoup. Là, on a parlé beaucoup de masse musculaire, il y a une portion là-dessus, mais pour aussi la glycémie, je dirais. Les gens, ils partent leur journée là, en yo-yo, là, à essayer de courir après leur glycémie. Puis ce que je trouve, c'est que les protéines, aussitôt qu'on leur fait rajouter des protéines suffisamment, ou juste un petit peu plus que ce qu'ils faisaient avant, souvent, c'est un game changer sur leur énergie, sur leur poids, sur leur humeur. C'est assez impressionnant. Là. Je sais pas. Ça fait longtemps que la littérature scientifique, surtout des chercheurs comme Stuart Phillips à McMaster University, qui est un spécialiste de ça, l'apport en protéines, puis lui, ça fait plusieurs années qu'il se bat contre Santé Canada pour leur dire de modifier le RDE. Donc, parce qu'à 0,8, c'est insuffisant. Donc, à 0,8, il y a pratiquement personne qui est capable de maintenir sa masse musculaire. Si on se rend compte qu'il faudrait gagner de la masse musculaire et la maintenir et n'avoir plus que ce que le monde a actuellement. Là, le monde sont sous-musclés. Ça, c'est 0,8 par kilo là, que tu me dis. Ouais. La littérature que lui propose, puis c'est assez soutenu si tu regardes dans les autres chercheurs dans ce domaine-là, serait plus autour de 1,2 grammes par kilo. Donc, 50% plus haut. Puis 1,2, c'est encore très raisonnable. Si on regarde la quantité de protéines que ça demande à manger, on va dire Ginette, si Ginette pèse 65 kilos, c'est juste 78 grammes de protéines. Ouais. C'est très léger. Ouais. Mais tu sais, puis là, il disait qu'à 1,2, on avait une belle augmentation de la quantité de masse musculaire qu'on pouvait créer avec l'exercice, il y avait une récupération, c'était plus intéressant. Ce qui est intéressant aussi de la littérature, puis là, je vais amener un point que là, les entraîneurs vont pas m'aimer, ou les compagnies qui vendent des protéines, c'est qu'il y a un point de saturation aussi. C'est que passer 1,6 g de protéines par kilo, la littérature montre pas qu'il y a oui, jusqu'à 2,4 grammes, il y aurait un effet un petit peu plus. Le big changer, c'est 1,6. 1,6 g par kilo, là, on a une quantité de masse musculaire qui peut se créer. On est pas mal dans le maximum de la synthèse de protéines. Chez les athlètes de haut niveau, comme il y a plus de muscles, puis comme il y a plus d'entraînement, on pourrait augmenter la dose à 2 grammes. Mais après ça, il n'y a plus d'effet sur la masse musculaire. Là.
Ben, Donc, c'est aussi quand on calcule par kilo, ça ne considère pas la masse maigre aussi. Tu sais, quelqu'un qui. Ben, encore là, quand on utilise ce calcul-là, Max, il faut faire attention. Moi, je dis tout le temps au client, moi, je vais utiliser le poids lequel tu devrais être. Ah. Donc, le poids relatif. Si tu avais une masse maigre, si tu avais une masse grasse normale, parce que les calculs sont tous faits pour cette population-là. Parce qu'on peut pas l'adapter, mettons, à quelqu'un de 180 kilos, mais qui en a 50 en trop. Ouais, ça marche pas. Okay. Tu sais, je te donnerai pas 300 grammes de protéines par jour. Là, tu sais. Fait que moi, souvent, je me dis, bon, le client pèse tant. Tu vois, je peux lui demander, c'est quoi ton poids que tu as eu, qui était le mieux, que tu te sentais bien, ou quand tu avais 21 ans, tu pesais combien? Tu sais, souvent, ils vont dire, 132 livres. Ah, OK, ça doit ressembler à un poids qui était normal. Je dis pas que tu devrais redescendre là. Je dis que ça me donne une meilleure idée. Ouais. Puis, tu sais, encore, on est rendu loin, mais souvent, encore ce jour, il y a des gens, je leur demande, tu sais, justement, mangez-vous des protéines? Et tu comme, ouais, je mets du beurre de peanut là, sur mes toasts, tu sais, ou le beurre de peanut, c'est encore fort, ce mythe-là. Parce que, ouais, c'est ça, mes protéines, c'est des noix, hein, c'est plein de protéines. C'est vraiment, écoute, c'est des lipides, là, tu sais, principalement. Après ça, tu sais, bon. mais question, pas qui tue, mais question qu'on aime moins, genre, de répondre, mais. Il n'y a pas de one size fits all. Là. Mais si tu avais quand même des genres de grandes lignes one size fits all, là, des grandes lignes directrices par rapport à l'alimentation, là, les gens qui sont comme, écoute, moi, je pars sur une diète, je fais telle affaire, juste comme quelque chose de durable, facile à implémenter, qui va aller loin, là, ce serait quoi? Que tu trouves même des lacunes fréquentes, là, tu sais? Ben, c'est sûr que l'apport en protéines, c'est toujours le premier point que je vais regarder avec mes clients. Donc, je vais leur dire, écoute, il faut avoir des protéines. Puis souvent, je vais leur écrire dans la recommandation, parce que tu fais pas de plan alimentaire, hein, je suis pas nutritionniste. Donc, je fais des recommandations, j'ajuste, je vais leur dire, parfait, selon le poids que tu me dis et l'activité physique, il faudrait viser entre tant de grammes et tant de grammes. Voici des exemples. Fait que déjà, après, bon, les calories. Écoute, les calories, c'est très large. On va y aller à l'œil. Voici des exemples. Voici ce que ça donne en tasse de riz, en thym. Puis, ça donne à peu près ça. Pourquoi? Parce que la pierre angulaire, c'est les protéines. Faut que ça rentre, c'est pas négociable. Après, comment tu rentres tes calories? En québécois, on dirait je m'en calisse. Tu mangerais des cachous, tu mangerais une banane, qu'est-ce que ça me change? T'sais, à moins que tu me dises, hey, chaque fois que je mange une banane, j'ai vraiment faim une demi-heure après. Oh, peut-être que c'est pas une bonne idée pour toi. Fait que là, on va ajuster. T'sais, mais c'est là la différence. C'est que là, peu importe comment tu rentres des calories après ça, tant que tu gères, ça change pas grand-chose. Puis c'est ça la différence souvent de l'approche, je te dirais, d'un naturopathe. Parce que moi, je pense qu'un naturopathe en nutrition devrait être l'être le plus nuancé possible. Parce que c'est ce qu'on apprend. Ouais. On apprend la physiologie et on apprend l'approche personnalisée. La naturopathie, c'est la médecine holistique, puis l'approche personnalisée. Going to the root cause. C'est supposé être ça de naturopathie, mais en nutrition, toi, t'es diète carnivore ou all out. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'approche personnalisée? Tu sais, toutes les approches ont des manières de fonctionner. Tu sais, j'ai des clients végétariens, fait que, OK, on va leur expliquer. Leur expliquer que c'est pas bon. Non, c'est pas vrai. On va leur expliquer c'est quoi les sources de protéines, comment on peut faire ça. Puis, tu sais, on va tout ajuster. Il faut rejoindre les gens où est-ce qu'ils sont. Puis effectivement, pour l'avoir déjà été végétarien, puis quelqu'un m'aurait dit ça, genre, j'aurais eu un petit peu de résistance de ça, mais effectivement, après, c'est de les prendre où est-ce qu'ils sont, avec leurs valeurs, avec leurs besoins, puis après, s'ils font juste augmenter, c'est déjà mieux que c'était hier. Moi, je suis bien un fan de la progression avant la perfection, puis aussi de respecter la personne où est-ce qu'elle est, puis ses désirs où est-ce qu'elle va aller, puis comment elle veut travailler ça, mais je pense que c'est pour ça que souvent l'encadrement très personnalisé, puis je pense encore justement que le volet des nutritionnistes qui sont quand même bons et bonnes là-dedans, dans le sens où pour prendre, il y a tout un volet aussi de son bien fort aussi sur les troubles alimentaires, puis le volet émotionnel autour de la nourriture. Puis je pense qu'il y a quand même, comme on l'a nommé plein de fois, il y a autant de personnalités qu'il y a de diètes, qu'il y a de types de s'alimenter. Fait qu'il faut comprendre que c'est un sujet très émotionnellement chargé. Fait que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin des accompagnements encore plus poussés là-dessus. Mm-hmm. Mais effectivement, je trouve ça vraiment drôle que tu dises ça parce que effectivement, c'est une des choses que j'en remarque le plus, puis on semble avoir le même speech aussi là, avec nos clients, mais le volet des protéines, à quel point ça peut être un gros game changer. Après, comment ils le remplissent selon leurs besoins, leur métabolisme, leur niveau d'activité, leur stress, comme on a parlé tantôt. Il y a souvent de l'essai-erreur, puis là, ils nous rapportent ça. Ben, parfait, essaye de changer ça avec nos connaissances. C'est là que ça devient vraiment intéressant dans l'accompagnement.
Puis tu sais, il y a la fameuse discipline, puis le fameux mythe là, de comme OK. Puis tu sais, je comprends dans le volet. Il y a le volet aussi beaucoup de l'entraînement, mais tu sais, qui est le bodybuilding et tout, mais qui peut être une grosse forme, souvent, pour avoir vu beaucoup de gens, de troubles qui prédisposent à certains types de troubles alimentaires. Ça et les sports de haut niveau, là. Je me rappelle plus c'est qui dans les combats de MMA là, qui parlait de ça, à quel point ça devient comme des troubles alimentaires fonctionnels parce qu'il faut qu'ils se pèsent, puis là, qu'ils perdent tant de poids, puis qu'ils regagnent tant de poids, puis ci, puis ça. Ah ben ça oui. devenait problématique. Mais les sportifs de haut niveau, ça arrive souvent qui développent des certains troubles alimentaires. Tu sais, on le voyait beaucoup chez les patineuses et les gymnastes. Ouais. Ça c'est très connu, là, en fait, là, au pourcentage. Là. Mélodie, ma partner dans l'école, elle en parle dans nos formations. Elle a les formations en troubles alimentaires. Fait qu'elle a fait les formations avec l'organisation au Québec qui fait des troubles alimentaires. Là, je ne me sais pas du nom. Mais elle a fait ces formations-là. Elle a une mineure en nutrition. Elle a un bac en criminaux. Fait qu'elle a la forme de psycho. Elle a la formation de psycho. Là. Fait qu'elle est capable d'amener ce point-là que tu te rends compte que dans le fitness, par exemple, ben il y a beaucoup de troubles alimentaires. Tu regarderas sur le Instagram, je pense, d'Institut AAT, une semaine, 2 semaines, il y avait une vidéo, c'est ça. C'est qu'on parlait du concept du trouble alimentaire dans le fitness. C'est que c'est très fréquent. Parce que justement, on a fait un podcast avec Woke Up and Chose Violence, puis on en parle dans le podcast, puis on a pris un extrait pour le mettre dans notre Instagram. Puis c'est là qu'on parle de ça. Fait que, tu sais, c'est le but que le client, tu veux pas développer ça non plus. Fait que l'approche de restriction doit être nuancée, doit être amenée où le client est à l'aise. Oui, le client doit reconnaître qu'est-ce qu'une portion. Ça, t'as pas le choix, là. Tu sais, une des plus grosses, on va le dire de la manière la plus douce possible pour me faire attaquer, mais je le dis d'avance, une des stupidités les plus que j'ai vues, c'est facilement l'alimentation intuitive. Puis pas que c'est stupide, c'est que de penser que la population générale a une bonne intuition, c'est là que c'est stupide. Pas l'approche. L'approche est super intelligente. Mais le défaut, c'est que la plupart des gens, leur intuition alimentaire, c'est intimement lié à comment leur corps fonctionne. Ben, on a de la donnée scientifique montrant que le corps de la majorité de la population fonctionne mal. Donc, on se doute que l'intuition doit être pas mal similaire. Fait que c'est ça le problème. C'est que, puis pour avoir discuté de cette approche-là avec des nutritionnistes, parce que j'ai des amis nutritionnistes, ceux qui sont ouverts d'esprit, donc, on va me dire que oui, ben, il est supposé avoir une grosse partie d'éducation avec ça. Parce que j'ai parlé avec Vanessa Daigle, par exemple, que tu connais. Puis elle me l'a dit, mais il est supposé avoir un gros volet éducatif avec l'alimentation intuitive. Oui, je m'en doute. Ça a l'air que c'est pas tout le monde qui a le même côté éducatif. Tu sais, parce que c'est vrai que cette alimentation-là, puis c'est une approche que je fais, ça fait 15 ans, là, d'expliquer au client l'impact de 40 grammes de glucides en tranche de pain ou en patate ou en, tu sais, ça va faire partie, oui, j'avais le goût de manger du pain, good, ça se peut être plus fin. Donc, physiologiquement, on va te l'expliquer que ton intuition sera peut-être pas bonne dans un heure. Si ton intuition dit de manger une boîte d'Oreo, c'est peut-être pas. Puis je comprends que ta physiologie, tout ton corps crie pour ça, mais c'est ça qui devient tough. Là, t'sais. Je comprends que tu fallait utiliser un terme. Là. Alimentation intuitive, c'est un terme. Ouais. Mais ça rend ça très complexe parce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui m'arrivent, ouais, j'ai essayé l'alimentation intuitive, puis combien de gâteaux t'as mangé? Le client, ouais, je me suis rendu compte que c'était tough. Ouais, c'est parce que t'as pas fait la partie éducation avant. Ouais. Tu sais, si tu fais de l'éducation avant, OK, là, tu comprends que les émotions affectent ta régulation émotionnelle, affectent ton apport alimentaire. Tu comprends que ton cycle menstruel, si t'es une femme, va affecter énormément ça. Tu comprends tous ces aspects-là, puis tu es capable de le gérer un peu. Parce qu'il y a toujours une question de gestion. Parce que si l'être humain, dans le monde moderne, mangeait toujours ce qu'il veut manger, on serait tous gros ou malades, ou les deux. Ouais. Il y a une raison pour qu'il y ait certains aliments qui nous qui favorisent la prise de poids pour plein de raisons, d'un point de vue même évolutif, de survie, de ci, de ça. Oui. Mais après, dépendamment de comment tu as de feu roulant à gérer aussi, comme tu disais, dans un monde idéal, ultime, où est-ce que tout le monde est ultra centré à l'écoute de chacun de ses signes, qu'il n'y a comme pas
signaux parasitaires comme on disait, de stress, de manque de sommeil, d'hyperstimulation, de bas niveau, tout c'est ça. Fait que je crois que c'est un point intéressant à vouloir expérimenter avec l'alimentation intuitive, mais je pense de comprendre que c'est ça, que les bases soient en place, c'est ça. C'est une approche qui est intéressante après des années de suivi nutritionnel ou d'explication. Tu me dirais demain matin, Matt, vas-y, suis ton intuition. Moi, je suis capable, là, ça fait... Je dis, j'ai fait des compétitions de bodybuilding, fait que je sais tout ce que tout vaut. Je l'enseigne, donc je sais tout le concept. Qu'est-ce qui est ton intuition? Qu'est-ce qui est peut-être plus un craving? C'est plus question de l'intuition rendue là. Tu sais, je veux dire, c'est plus des calculs mathématiques que ma tête fait sans m'en rendre compte. Là, puis tu sais, moi, tu me dis ça, puis je vais me raconter une couple de... je vais l'échapper une couple de fois. J'ai bien marché par nos dépanneurs. Je pourrais manger une petite barre de chocolat. Ou sur 6 mois, là, hop, tranquillement, pas vite, il va y avoir des petits intrus là, qui vont rentrer dans mon alimentation, que je vais dire, je vais retourner Parce que le but, c'est toujours que le client comprenne ce qu'il est en train de faire et comprenne aussi que c'est pas grave. Tu sais, moi, tous les clients, dans le temps des fêtes, là, la première affaire, mes recommandations depuis des années, puis tous mes clients, je vais leur dire, combien de parties que t'as? Mettons, on est 4, parfait. Il y en a sûrement 2 là-dedans que tu sais qu'il y a quelque chose que tu vas manger qui est vraiment bon. Puis les autres, c'est pas vrai que c'était tout bon. Non, t'as raison. Parfait. Tu veux pas trop tricher? Attends aux endroits où que la bouffe, c'est ça, tu sais que tu veux manger parce que le ragoût de pâte de ma tante, il est bon. Ben, vas-y. Puis mange-en tant que t'en veux. Je dis, pourquoi tu te bourrais de bouffe qui est pas bonne? C'est ça. Tu sais, tu vas dans un party le 25, mettons, là, chez mon oncle Paul, puis mon oncle Paul, il fait venir du traiteur pas mangeable. Là. Ben, pourquoi t'en mangerais trop? Il est où ton fun? Je veux dire, à un moment donné, la bouffe, faut que ça soit bon. Si c'est pas bon, pourquoi tu te bourres? Exact. Puis je pense que ça vient de, justement, l'échapper une couple de fois pour faire comme, hey, sais-tu quoi, l'année passée, j'ai fait ça, cette année, je vais choisir de faire différemment. Puis c'est pour ça, là, c'est correct, tu sais. Ça fait partie de notre cheminement, puis c'est ça fait partie de la game. Je veux dire, moi, c'est facile, je n'ai un, ma mère. Puis ma mère, il y a 3 affaires qu'elle fait que je trouve phénoménales, fait que c'est sûr que je vais en manger. Ouais. C'est sûr que je vais peser 2 livres de plus le lendemain matin. Il n'y a aucun problème. C'est ça. Puis à travers ces expériences-là, puis l'éducation, comme on fait là, puis il y a tellement de gros job à faire, autant pour nous-mêmes constamment, mais le point de vue dans nos travaux avec les clients, le volet d'éducation nous permet après de faire des meilleurs choix conscients, comme tu dis là. Ben là, je vais avoir 4 parties. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? À un moment donné, c'est d'avoir du plaisir, mais souvent, on mange quelque chose tout de suite après, puis ça prend l'expérience, ça prend le fait de le ressentir, puis de faire vraiment, fuck, je me sens pas si bien, j'aurais pas dû manger ça. Prochaine fois, ben, je vais faire juste un choix différent. Ben, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas comme des fois de s'auto-flageller, faire je mange pas ça, puis c'est là que ça prédispose souvent à plein d'autres trucs, là, troubles alimentaires et tout. Mais je pense que c'est important de. Tu sais, moi, les clients, quand ils vont me dire, hey Matt, j'ai dérogé, ça n'a pas marché, j'ai fait ci, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait la journée avant? Qu'est-ce que tu as fait de cette journée-là? Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Ouais, la misère avec mon déjeuner, j'ai fait ci, j'ai fait ça. OK, ben là, c'est peut-être ça qui t'a pas aidé. Puis en français de France, on dirait ça a parti en couille. Donc, tu sais, oui, mais OK, mais la prochaine fois que ça t'arrive pour déjeuner, rajoute ça ou fais ça. Ah, regarde, vois-tu, ça a marché, j'ai pas eu. Comme je me suis pas senti tout pété toute la journée. Good. Ouais. Puis c'est pas grave. On recommence demain. Il n'y a pas de grave dans l'alimentation. Il faut que tu sois assez outillé pour être capable de dire au client, ah oui, okay, je pense que c'est peut-être ça. Essaye ça de même. T'es pas genre, t'aurais pas dû faire ça, mange tes blancs d'œufs. Non. Ben, ça sert, c'est comme un peu contre-productif, tu sais. C'est ça. Oui. Se faire fouetter, là, tu sais. Puis tu sais. C'est encore la méthode utilisée. Ouais, ben, c'est ça. Ça dépend du professionnel. Ça dépend de la personnalité. Il y en a qui fonctionnent full bien à ça, parfait, tu sais, mais je pense pas que c'est la majorité. Mais tu sais, t'as parlé du volet du fameux stress, puis on a parlé même du volet hormonal féminin, à quel point c'est pas toujours pareil pour tous, dépendant t'es où dans ton cycle, etc. Je pense que les gens, ce qui minimisent aussi, tu sais, au-delà des hormones, puis on pourra en parler, mais homme-femme, mais l'insuline, le cortisol, l'importance, en fait, ce que j'aimerais revenir à, tu sais, moi, dans mon top 3, il y a les protéines, assurément. Il y a le volet comment le stress, le manque de sommeil, manger tard le soir, c'est des choses qui reviennent souvent. Puis à quel point le stress, le monde, c'est sous-estimé, le stress qui amène souvent un mauvais sommeil, blablabla, mais j'ai eu des gens, et moi inclus, en fait, au printemps, j'ai fait le programme Max Wellness, puis je faisais les recommandations avec le groupe, là, j'étais là-dedans avec tout, puis
une des choses qui m'a vraiment changé ma composition corporelle sans changer grand-chose autour, c'était d'aller me coucher le soir tout le temps à la même heure. Puis de me dire, écoute, je mange plus après telle heure. Puis rien de fou, là. Mais à quel point mon sommeil a joué sur après ma résistance, bon, j'ose espérer, à l'insuline, puis ma résilience au stress du quotidien a fait que j'ai perdu comme un pourcentage considérable de gras, là, juste en chiffre de composition corporelle. Puis les gens, souvent, m'arrivent ultra stressés, puis ils s'ajoutent du stress avec des diètes restrictives ou des trucs, justement, là, j'essaye un blitz ou une cure ou un jeûne. Puis ça, on pourrait en parler même, le fameux jeûne intermittent, là, les gens qui sont ultra stressés, les femmes encore pire avec leur cycle menstruel qui va fluctuer à travers le mois, puis là, ils font comme « Ah, j'ai entendu dire le jeûne intermittent, fait que là, c'est quand même pratique, je déjeune pas le matin, je suis trop pressé anyway, fait que là, je pars. » Puis là, il m'arrive 6 mois plus tard, 1 an plus tard, puis là, ils sont comme encore plus... En tout cas, je dis pas que c'est pour tout le monde, ça fait ça. Mais est-ce qu'on peut parler un peu, justement, du fameux jeûne intermittent, bien fait, moins bien fait, puis versus juste une diète ou une alimentation un peu plus sustainable, en restriction calorique légère, mais qui amène au même bénéfice-résultat potentiellement? Ben, la littérature est quand même claire là-dessus. Hein. Il n'y a pas d'avantage outre, mettons, calories macro confondues. Le jeûne n'a pas vraiment d'avantage sur une diète avec une fenêtre normale de 12 heures. Il n'y a pas d'avantage, ou pratiquement pas, là, au niveau du contrôle du poids, au niveau de l'effet. Malheureusement, le jeûne, par exemple, dû au fait de ne pas manger pendant une période exagérée sur certaines personnes, pourrait aussi déranger les signaux de satiété au niveau de l'hypothalamus et du cerveau. Donc, les gens, des fois, vont peut-être avoir plus de craving. Ça va débalancer leur système énergétique, débalancer leur contrôle de glycémie. Donc, c'est vraiment intéressant. Là. Là, les clients qui vont dire « Ah, je déjeune pas le matin, ça va vraiment bien, là, je suis allumé bien raide. » Non, si t'es allumé bien raide, c'est l'adrénaline que tu as dans le tapis, mon champion. C'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Fait que, c'est pas intéressant. Là où la littérature, c'est vraiment hit or miss. Dès que si le client ne déjeunait déjà pas le matin puis il dit « Ouais, je vais faire le jeûne intermittent, je déjeunais pas », c'est sûrement le pire client pour faire le jeûne intermittent. Souvent, moi, je leur dis, on va faire le contraire. Je vais te donner un shake pour déjeuner, parce que c'est léger, parce que, puis si dans 2 semaines, t'as pas un sentiment de satiété, un sentiment d'appétit en te levant le matin, on va en parler. C'est jamais arrivé. Ouais. T'as un client après 2 semaines, hey, faim le matin, ça fait du bien de manger. Bon, on va te sortir des recettes. Tu sais, c'est très rare. Donc, il y a une population qui peut répondre bien, mais souvent, ça veut des populations comme, mettons, toi puis moi, travailleurs autonomes. On peut gérer l'horaire. Et on peut gérer notre horaire, on peut manger quand on veut. Ben, on peut plus facilement gérer la fenêtre alimentaire. Ouais. Puis ça, ce qui est drôle, c'est que, je le répète à mes clients souvent, parce que les clients, souvent, ils entendent une chose, c'est normal, c'est pas leur job. Je leur dis, tu sais qu'ils ont comparé le jeûne intermittent early and late. Puis le early est bénéfique, pas le late. Ah, OK, moi je faisais du late. Ah, je sais. Tu mangeais pas le matin. Tandis qu'il y a une différence, c'est mieux pour la santé de faire le jeûne early. Donc déjeuner, puis d'arrêter de manger, mettons, à 3 heures. Ah, OK. Pourquoi? Ben, le corps humain répond mieux quand il fait clair dehors. C'est plus intelligent. Ah, c'est tellement bon parce que je dis tout le temps ça, il y a des clients patients qui vont se reconnaître, mais le jeûne intermittent bien fait, puis il y a du cas par cas, il n'y a pas de règle one size fits all, mais typiquement le jeûne intermittent bien fait, c'est plus ça. Tu déjeunes, dînes, soupe, puis tu manges pas après souper, ou tu soupes tôt, puis après ça, justement, ta fenêtre de jeûne commence plus là. Exact. Puis effectivement, par volet pratico-pratique, par volet de le matin, ils se réveillent, le monde sont go sur un feu roulant, fait que là, ils sont sur l'adrénaline au bout, mais ça aussi d'un point de vue sustainability, durable dans le temps, les gens ils ramassent à la petite cuillère plus tard ou ils ont d'autres manifestations ailleurs d'un point de vue hormonal, d'un point de vue inflammatoire ou autre. Puis là, il faut qu'on reparte un travail incroyable. Là. Fait comme tu dis, c'est fou à quel point quand tu me parles de ça, je reconnais plein de cas dans ma pratique, même chose, puis je me surprends à répéter les mêmes choses. Mais j'adore que tu confirmes un petit peu tout ça aussi, ton côté de tes observations. Mais, tu parlais de système nerveux tantôt. Un des plus gros problèmes qu'on voit en naturopathie, c'est les gens qui viennent dans le bureau puis que leur système nerveux est dans le tapis. Genre, ils ont tous les symptômes d'un système sympathique dans le plafond. T'as comme, OK, mais c'est parce que le système sympathique, c'est le système go. C'est pas le système récupération. Tu peux pas rouler toujours go. Souvent, je l'explique aux clients, je dis, parfait, on va partir ton char, mets une brique sur la pédale pour le faire rouler à 3000, on va le laisser rouler de même pendant 2 semaines.
Il dit, mais le moteur n'aura pas ça. Bientôt, ça fait 3 ans, ça fait 22 ans que tu fais ça. Ouais. C'est pas mal, t'es plus compliqué qu'un char, là, mais si ça peut t'aider à le comprendre, là. On va mettre une chose sur la pédale, là, puis pendant 2 semaines non-stop, là, on met du gaz dedans, puis on fait juste attendre que le moteur saute. Tu vas voir qu'à un moment donné, les pièces, ça me rompt pas ça. C'est ça, ça a un impact ailleurs. Puis comme tu disais tantôt, des fois, les gens qui peuvent gérer leur horaire un peu plus, qui suivent les courbes naturelles, le cortisol, c'est ça, fine. Mais même moi, depuis que j'ai une famille, le matin, je déjeune. Oui. Effectivement, avant, je pouvais aller après ça, bouger tranquillement, aller m'entraîner, contrôler mon horaire. Mais là, l'horaire, ça part. Puis souvent, je trouvais aussi, quand je faisais ça, à un moment donné où j'essayais, ou d'autres gens, ça, je vois ça tout le temps. Le monde, ils mangent pas le matin, ils sont comme parfait. Finalement, le soir, là, ils ont un solide backlash. Puis le soir, là, t'es brûlé ta journée. Là. T'as plus de volonté. Si moindrement, ils traînent de la nourriture qui n'est pas appropriée pour toi dans la maison, là, c'est sûr que c'est ça qui passe en premier. Ben oui. C'est souvent ça, moi, je trouve, le piège du jeûne intermittent fait le matin. Fait que ce soit. Et puis, chez la femme, là-dedans, tu rajoutes le cycle hormonal. Oh, là, tu vas avoir un beau bordel. Là. Ouais. Le post-ovulatoire, là, jusqu'aux menstruations, là t'as la progestérone qui s'en mêle, t'as pas de fun. C'est ça. Puis non seulement après, les gens sont comme il me semble que j'ai de la difficulté là, avec mon métabolisme, ma perte de poids ou autre, ou d'autres symptômes de santé éventuellement, bien évidemment. Mais maintenant, je fais tout, là, je fais le jeûne intermittent, je fais ci, je fais ça, puis c'est comme, ouais, mais attends une minute, là, on va repartir aux bases, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis si on faisait un genre de wrap-up là, sur justement les take-home un peu, le message à ramener à la maison, à implémenter. Là, on est en janvier, les gens ont des belles intentions, des belles résolutions. Ils ont le goût peut-être de faire différemment de ce qu'ils ont essayé toutes les autres années qui avaient ces mêmes résolutions-là. Ce serait quoi les top 3 choses à se rappeler là, dans une optique de santé métabolique? Bon, on va se dire, ils veulent perdre du poids, ils veulent se remettre en forme, mais ils veulent d'un point de vue que ce soit esthétique et pour leur santé. C'est pour ça que je pense que c'est aussi populaire. C'est le fun de se voir dans le miroir, de se sentir en forme, de se sentir tight, mais aussi avec tous les bénéfices pour la santé. Qu'est-ce qu'ils ont à se rappeler? Puis qu'est-ce qu'ils ont à mettre en place là, sans flafla qui va être le plus grand retour sur investissement d'effort ou d'énergie? Premièrement, mange 3 repas par jour. Mm-hmm. Donc, déjà, cédule 3 repas par jour, puis surtout d'avoir de la protéine adaptée à ton poids. Donc, si t'es une petite madame, un 20 grammes, 25 grammes par repas. Si t'es un monsieur, on peut monter un 45-50 grammes selon ta masse musculaire. Là. Ça dépend toujours de la masse musculaire. Donc, on met une grande ligne. Dors à une heure raisonnable et stable. Le corps humain adore la stabilité. Donc, le corps humain adore se coucher relativement à la même heure et se lever relativement à la même heure. Ça l'aide à réguler son cycle hormonal, réguler ses cycles. On appelle ça des Zeet Gerber, là, des influenceurs circadiens. Tout ce qu'on fait dans notre routine, en fait, peut devenir un Zeet Gerber. C'est drôle parce que j'ai écouté le podcast de Christian Maurice sur le sommeil, qui est un ami à moi, ça fait 20 ans. Puis c'est une des personnes que j'adore le plus écouter parler sur le sommeil parce qu'il connaît vraiment son sujet. Fait que, ça, c'est les 2 premiers points. Puis bouge. Mais pas obligé de faire du sport. Bouge. Va marcher tous les jours. T'sais, va faire 15-20 minutes de marche tous les soirs. Tous les soirs. Après, si tu finis souper, là, va prendre marche. Ou si t'es dans un bureau, là, tu travailles au centre-ville de Montréal, parfait. Descends dans le niveau métro, là, puis le marche dans le souterrain, puis retourne travailler. Tu vas voir que juste d'ajouter de l'exercice, ça va changer beaucoup de choses. Pas la dépense calorique, on s'en fout de ça. On veut que la cellule soit obligée de forcer. T'as une cellule, si ça force pas, tu ne sais pas si ça fonctionne. Ben en faisant bouger, tu forces un peu. Exact. Il y a eu des études, je pense, j'ai vu des études qui parlaient de justement aller manger après un repas, la réponse à l'insuline, différents trucs là-dessus. Les gens sous-estiment souvent, puis à quel point de bouger, oui, c'est pas juste pour aller bouger, perdre des calories, brûler des calories. C'est la pire raison pour les calories. C'est ça. Surtout si t'es fatigué ou surtout, tu sais, c'est comme tu y vas à l'encontre, il faudrait que j'aille bouger. Juste l'idée te tente pas, puis là, tu te sens mal, puis donc tu pars dans une spirale. Mais juste aller bouger, prendre une marche, c'est fou à quel point l'impact peut jouer de juste prendre une marche après, mettons, le souper, prendre une routine de ça, aller marcher avec le chien, peu importe, sur 1 mois, 6 mois, va faire une grosse différence chez les gens. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu t'as parlé du sommeil, justement.
mettons qu'on avait à vulgariser pour que les gens comprennent bien, parce que tout le monde entend tout le temps ça, couche-toi de bonne heure le soir, va te coucher. Mais tu sais, si la personne est comme là, j'ai un 30 livres à perdre, ou whatever, un 5 livres, 10 livres, à quel point souvent, juste d'aller se coucher à une heure, puis j'aimerais ça que tu l'expliques peut-être de façon vulgarisée ou juste de montrer aux gens ce qu'ils savent pas d'une certaine façon sur comment le sommeil peut être une plus grosse clé qu'ils pensent pour leur objectif de perte de poids, de santé, de métabolisme. Bien, le sommeil, en général, on a deux paramètres, la qualité et la quantité. La qualité est plus dure à mesurer, la quantité se mesure. Donc, idéalement, on va dire aux gens, essayez au minimum d'être couché 8 heures. Après ça, pour la qualité, on reverra. Commencez par le 8 heures. Assurez-vous de vous endormir assez bien. Donc, préparez une routine de sommeil. Les lumières sont lissées. Pas manger avant de te coucher parce que ça peut te nuire. En tout cas, c'est très général. Pas d'alcool. Ouais, pas d'alcool. Parce que l'alcool t'aide peut-être à t'endormir, t'aide pas vraiment à rester endormi. Donc, au niveau du sommeil, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un manque de sommeil va amener une résistance à l'insuline. Donc, dû au processus métabolique que ça engendre le lendemain. Donc, on va avoir une moins bonne sensibilité à l'insuline due à l'effet du manque de sommeil sur le cortisol, par exemple. On va aussi avoir, surtout les manques de type de sommeil comme le REM sleep, donc peut causer un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Donc, va altérer, disons, les fonctionnements de structures comme l'hippocampe puis comme le cortex préfrontal qui sont nécessaires au contrôle alimentaire. Mm-hmm. Donc, pour les gens, parce que veut pas, on en a parlé tantôt, même si on veut pas que les gens se contrôlent au niveau alimentaire, ben il faut quand même que tu résistes quand ça sent la pizza, de pas rentrer dans la pizzeria puis de manger une extra large au bacon. T'sais. Il y a un minimum. Ben, c'est sûr que si t'as pas dormi, c'est plus dur. Le corps a la difficulté à dire non. Parce que les parties du cerveau qui vont aider le corps à dire hey, c'est vraiment pas une bonne idée, là. Ben, ils sont pas mal moins efficaces, sont fatigués. Donc, la connectivité est moins bonne. Fait que c'est ça les deux gros impacts avec le sommeil, en fait. Tu sais, le sommeil, le manque de sommeil va augmenter l'inflammation généralisée. C'est vraiment un facteur clé. Ouais. Commencez déjà par vous coucher 8 heures. Et après, on regardera pour la qualité. T'es allé dans un bon matelas, une température pas trop chaude dans la chambre, une absence de lumière, donc moins de sang luxe. T'es pour être capable d'avoir justement une perturbation de la production de mélatonine. Donc, c'est ça qu'on veut faire. T'sais, on veut vraiment aller optimiser. Mais c'est un game changer. Là. Chez les clients qu'on réussit à faire mieux de dormir, souvent on le voit tout de suite. Le client va dire ah, le matin, je me lève, ça va bien, j'ai faim, je me sens mieux. Bon, ben parfait. Il y a des clients impatients, autant ça a été plus ça le game changer, puis tu l'as bien dit, puis justement avec les études par rapport au craving, ou à la résistance à ces cravings-là. Puis ça joue même sur ça, après ça, avec le fameux intermittent fasting et tout, le matin, justement, moi le matin, un petit peu, surtout en début de parentalité, est-ce que je dors moins bien, est-ce que non, il faut que je mange de quoi, sinon plus tard, je vais manger, je sais pas quoi, combien de parents ils disent, finalement, je mange pas, je me ramasse finalement un muffin au Tim Hortons ou telle autre affaire, puis là, c'est comme ça fait encore un gros yo-yo de glycémie encore pire, tu sais. Mais le point est que à quel point le sommeil, souvent, ça a été un game changer beaucoup plus que les petits shifts alimentaires et qui ont juste aidé à faire ça encore plus smooth, plus facile au niveau alimentaire et tout le reste. Exact. Puis, merci Matt pour ces 3 points-là. C'est ce qui revient tellement souvent puis que les gens ont tendance à sous-estimer. Puis s'ils focus juste là-dessus, là, 75% de la job est faite. Après ça, tu sais, ce qu'on n'a pas parlé pantoute aujourd'hui, tous les suppléments, les ci, les ça, je trouve ça tant mieux parce que justement, je dis tout le temps ça, les suppléments, ça remplace pas des habitudes solides. Fait qu'après ça, le petit fine-tuning, le ci, le ça, mais souvent, les suppléments vont trop essayer de passer comme pallier une habitude. Ça fait que tu prends des suppléments de vitam aeternam pour même pas avoir l'effet de compenser ce que tu pourrais faire en juste étant tête sur tes habitudes un petit peu plus. Là. Parenthèse, par exemple, parce que tu en parles, il y a une étude qui a été faite et qui est sortie là, quelques semaines sur la consommation de magnésium biglycinate et le sommeil chez les adultes normales. Okay. Et ils ont pris, c'est la plus grosse étude double randomisée qu'on a sur des gens normaux avec une bonne méthodologie et un dosage qui avait du bon sens d'un magnésium de qualité. Et la différence de qualité de sommeil était significative. Oh, nice!
Ouais, je l'ai, l'étude, je l'enverrai. Raison de faire ça. Puis je t'ai fait. Ouais. Bon, cool. Je pense que c'est un des suppléments les plus populaires, je dirais, ces temps-ci, même dans ma pratique ou autre, que les gens me rapportent, qui sont comme oh boy, OK, gros changement, différents niveaux, etc., pour plein de raisons. J'ai le goût de dire une tendance un peu plus vers les femmes, avec le volet, bon, pour plein de raisons aussi. Ouais. Mais c'est retour sur investissement, puis comme de fait, j'utilise majoritairement le vôtre, le Glycimag, que j'adore vraiment beaucoup, et qui fonctionne super bien, rapport qualité-prix, ça coche. Bref, je voulais en profiter pour te faire un compliment là-dessus. Mais j'étais content parce que j'avais épluché la littérature sur le magnésium, puis j'étais comme, c'est vrai que les études qu'on a sont pas incroyables. Ouais. Puis comme j'épluchais, cette étude-là est popée dans mon show, j'étais comme, 2025. Là, je l'ai ouvert, commencé à la lire, j'étais comme, wow, OK, c'est bien fait. Là. C'est pas une poubelle de vidange d'études dans le sous-sol d'un gars. Là. Non, double randomisé, 55 participants, il me semble 55 ou 32. Là. Mais c'est quelque chose de correct avec une dose de magnésium qui existe. Là, l'équivalent de la dose, c'était à peu près 2 ou 3 glycimag. Okay. Fait que quelque chose de normal comme dose. Et il avait bien mesuré les indices de sommeil. Okay. Là, il était comme, OK, ils ont tout regardé pour se rendre compte. Puis c'était pas des gens qui avaient des problèmes de sommeil. Ils ont juste pris des gens. Ouais. J'étais comme, c'est une bonne idée. Parce que chez les gens insomniaques, on a des études. La population insomnie, la population avec troubles de sommeil, la population âgée, il y a des études sur la consommation de magnésium. Sur le monde en général, on n'en avait pas vraiment. Fait que celle-là a amené vraiment oui, OK, regarde, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est super intéressant, puis ça nous ramène quand même, tu sais, puis je pense que le magnésium est un super outil pour plusieurs, puis ça revient souvent à la question, là, comme, OK, pourquoi, on est déplié, là, on partira pas dans cette non. Mais le point est que si vous êtes encore tête sur le sommeil, les bases, les protéines, les ça, votre gestion du stress, justement, vous ne serez pas dans un cercle vicieux constamment de besoin de magnésium accru de ça. Fait que je pense que vous allez encore mieux potentialiser le supplément que vous prenez de magnésium, mais aussi aider tout le reste. Fait que je pense que si vous êtes autour de ces bases-là, le tour est joué. C'est ça. Vous êtes déjà sur une très bonne voie là, pour 2026. Fait que, après ça, entourez-vous d'un professionnel qui pourra vous coacher à travers tout ça, bien évidemment, de façon individualisée. Là, ce qu'on parle, c'est vraiment un volet plus général. Puis, écoute, j'ai le goût, Matt, en fin de... en tout cas, on a le temps, j'espère que tu as le temps. Une dernière question. Par rapport à... On a parlé de l'alimentation beaucoup, là, mais l'hydratation, qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que tu trouves? Moi, je trouve souvent le monde ne boit vraiment pas assez d'eau, là, genre, puis ils le savent. Là, ils sont comme, je bois un verre ou deux, là, j'en bois pas assez. Puis à quel point ça a un impact métabolique dans ce que tu trouves? Puis qu'est-ce qui est une quantité qui a de l'allure? Sans parler. Mais la quantité, c'est compliqué. Puis si tu regardes même la littérature scientifique, c'est très compliqué de déterminer la quantité parce que d'une personne à l'autre, ça va varier. Puis dans l'alimentation, tu as beaucoup d'eau. Mm-hmm. Surtout quand nous, souvent, chez les gens, on va augmenter les végétaux. On va leur dire manger plus de végétaux. Ouais, mais dans les végétaux, c'est pas mal 90% d'eau, ça, là. Ouais. Fait que, c'est sûr que tu viens d'acheter une quantité d'eau. Parce que si tu as rajouté 5 tasses de végétaux, il y a peut-être 3 tasses d'eau. Fait que c'est intéressant. C'est sûr qu'on le sait que la déshydratation a tendance à augmenter le cortisol. Donc, les études là-dessus, ça existe. Donc, il y a des études qui montrent que ça a augmenté le niveau de cortisol. Bon, ça va aussi forcer le corps à garder ses électrolytes d'une certaine manière. Fait que c'est plus forçant pour l'organisme. Moi, je vais dire à mes clients, dans la recommandation de base que j'envoie à tous les clients, essayez de boire 2 litres de liquide par jour. Et je focus liquide. Parce qu'il n'y a pas grand de liquides qu'on boit qui sont très déshydratants. Même le café en soi, c'est pas phénoménal. On s'entend. J'aime mieux que le client ait bu peut-être 3 décafs. Ça me dérange pas tant que ça, que il n'ait pas bu rien. Ouais, je comprends. Fait que je vais dire 2 litres de liquide, puis après ça, l'été, t'en bois plus, au sport, t'en bois plus. C'est vraiment comme ça que je le vois avec le client. Parce que c'est facile, 2 litres. Ouais. Tu dis au client, en te levant, tu bois un verre. OK, si tu te relèves, dans la journée, va en salle de bain, prends un petit verre. Fait que 2 litres, c'était pas compliqué. La plupart des verres qu'on a, c'est 8 onces, 16 onces. Fait que...
Puis c'est un super bon point que tu dis là. Puis après ça, je suis comme je disais tantôt, je suis un fan de la progression, de la perfection. Puis après ça, si les gens, justement, ils get the ball rolling un petit peu, sont dans le cycle, parfait, j'en bois un petit peu plus. Je porte une attention particulière à juste augmenter. Là, souvent, quand on est rendu trop loin dans la déshydratation chronique, où le monde ne sont plus habitués, ils sont comme, il faut que je me force pour boire un verre d'eau. Juste de réenclencher ce réflexe-là, on va dire ça comme ça. Ben là, le monde sont dans un momentum, puis ils finissent par en boire plus que pas assez, ou justement d'une façon adéquate. T'sais, c'est les gens qui ont comme perdu le réflexe tellement qu'ils ont oublié de boire, ou peu importe. Mais comme tu dis, juste d'ajouter moins d'aliments transformés, veut pas, ça prend comme moins d'eau pour aller tamponner toute la digestion et le volet sodium en aidant. Mais le point étant que j'aime ton point, puis ultimement, c'est juste d'essayer de viser un 2 litres de liquide. Moi, je trouve que ça fait bien du sens. T'sais. Si vous êtes en dessous de ça, vous avez un petit cue, quelque chose à essayer de potentiellement améliorer. Si vous êtes au-dessus, cassez-vous pas trop la tête là-dessus. Suivez les signaux de votre corps. Oui, parce que c'est pas mieux d'en boire trop. Hein, boire beaucoup d'eau, ça va justement diluer tes électrolytes, ça peut causer des problèmes. Exact. Cool. Ben écoute, merci Matt, c'est ultra complet comme discussion. J'ai vraiment hâte déjà à la publication de cet épisode-là. Je pense que ça part vraiment bien l'année. Merci infiniment pour ton temps. Toujours un plaisir d'avoir une discussion avec toi. Puis bien hâte là, de voir ta présentation en janvier. Oui, on va se voir là. Puis moi, j'ai bien hâte. Merci beaucoup, Max, pour l'invitation. Toujours un plaisir. Là. Ciao. Bye bye.